Bonux automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Oui, il a réussi. En effet, ce linge est plus souple, plus doux, plus blanc. Les dieux font leur lessive avec Olympe qui laisse le linge blanc et les mains. Tout ça, tout ça, tout ça. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cadeau bonus. Je suis votre hôte de ce soir, Spade, et pour m'accompagner, voici Nico. Oui, salut, bonsoir. Ce soir, on va faire un nouveau cadeau bonus sur les génériques chantés. Tout à fait, et pourquoi ça ? Eh ben, parce que c'est un peu le sujet qui nous trotte dans la tête depuis quelques temps. Tout à fait. Et puis, tout le monde voulait aller dessus, surtout. Ouais. C'est surtout notre camarade Mikado qui nous a lancé sur le sujet, du fait, dès qu'on lance un verre, il est parti pour le chanter toute la nuit, hein, donc oui, pourquoi ne pas faire une émission là-dessus ? Exactement. Il se mord les doigts de pas pouvoir être là ce soir, mais on pense très fort à lui, surtout sur la deuxième partie. On a fait, je pense, un article spécial Mikado Twix. Enfin bon. Tout à fait, mais avant d'entrer dans le sujet, tout d'abord, il faudrait parler du partenariat que nous avons avec Yannick Bouvet, illustrateur remarquable qui nous gratifie de son travail superbe sur le site, et aussi parler de notre partenariat avec la page Facebook Génération 80 qui vous donne toutes les infos possibles et inimaginables sur tout ce qui tourne autour des années 80. Allez-y, cliquez, likez, partagez. Donc ce soir, nous avons décidé de vous parler de ces génériques chantés, emblématiques des années 80, qui nous restent dans la tête dès qu'on fredonne quelques mesures. Donc dans une première partie, nous allons traiter des génériques de séries télé, et nous continuerons sur les génériques de la honte. Nous aurions pu aussi traiter des dessins animés, mais nous préférons garder ça pour une autre émission, car le sujet est beaucoup trop vaste. Tout à fait, alors je vais commencer. Si tu veux. On va commencer par lancer la musique, et après on vous parle de cette série ultra culte. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you and love. Life's sweetest reward. Let it flow. It floats back to you. Soon we'll be making another run. The Love Boat promises something for everyone. Donc bien sûr, on commence très fort avec The Love Boat, de la série qui s'appelait The Love Boat aux États-Unis, mais La Croisière s'amuse en France. Ça a commencé dans les années 70 aux USA, première diffusion en 77, mais en France, c'est passé forcément sur TF1 et à partir de 1980. Moi, je me souviens surtout du passage sur FR3. Pareil. Ça passait souvent sur FR3 et ça passait longtemps. Hein. Il me semble que vers le milieu des années 90, t'avais La Croisière s'amuse régulièrement. J'ai l'impression que La Croisière s'amuse, c'était la petite maison dans la prairie de France 3. C'est possible, oui. Ils ont sécurisé les droits pendant pas mal de temps et malheureusement, ça ne place plus. C'est un truc, ça m'étonne parce que je pense que si tu vas dans le fond de la TNT, tu dois pouvoir trouver de la petite maison dans la prairie, mais La Croisière s'amuse a disparu, pas de reboot en prévision, rien. Donc, et voilà. Ça raconte quoi, si tu t'en rappelles ? Alors, on s'en souvient. Alors, c'était une série vraiment série, c'est-à-dire que tous les épisodes étaient absolument identiques. Donc, comment ça se passe ? C'est-à-dire que c'est un équipage de bateaux, croisière, voilà, très luxueuse comme on peut. Là, c'était autour des Caraïbes, a priori, mais c'était comme les croisières Costa, hein, de sinistre mémoire. Voilà, c'est pas le bon exemple, mais
Bah, je vois que ça qui me vient à l'esprit. Des passagers qui se présentent à l'équipage en début d'épisode. Et quel équipage, hein, on se souvient du capitaine Stubbins, du gars qui faisait les cocktails, Isaac Washington, le docteur, la petite gamine qui travaille sur un bateau alors qu'elle a à peine 16 ans. Ouais, mais c'est la fille du capitaine. Ouais, mais enfin... Tu avais la jolie Julie et Gopher, le gaffeur. Et donc ils organisaient des espèces d'histoires d'amour. Alors il y avait des couples divorcés qui se retrouvaient, des vieilles filles qui trouvaient enfin l'amour. Enfin c'est assez rigolo. Ça tournait un peu autour de la même chose et surtout donc cette musique. Paroles de Paul Williams. On n'a jamais eu de version française, fort heureusement, parce que je pense que ça aurait pu être extrêmement. Il existe une version française. Oh, magnifique. Mais qui n'a jamais été employée pour la série, qui était une adaptation de la chanson The Love Boat de Paul Williams et Charles Fox. Charles Fox, ouais. Mais je sais que j'ai entendu ça une fois, mais je suis incapable de dire où. D'accord. Après c'est vrai que moi, la série clairement était assez cheap, mais la chanson c'est vraiment comme on a entendu, c'est du Vegas, c'est ce qu'on entend dans Mars Attacks avec Tom Jones, quoi. Oui, et puis il faut signaler un truc. Hein. Paul Williams, c'est nul autre que Swan, le personnage du Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Ah, d'accord. Et c'est un musicien qui est totalement mythique aux États-Unis, spécialisé dans le jazz et le folk. D'accord. Après, ce qui est assez sympa aussi, c'est un générique qui est assez classe et ça contraste un peu avec le côté très cheap de la série. C'est-à-dire que la série, alors au début, il y avait toujours des intros où on voyait le bateau et tout, mais une fois qu'on était dans la série, c'était un décor d'intérieur et un décor d'extérieur où on voyait la mer à l'extérieur qui était projetée contre un écran. Enfin, c'était hallucinant de kitscherie. Et je trouve, alors après, moi, c'est mon goût personnel, que la chanson vieillit bien. Oui, c'est de la chanson classique, voilà. C'est un standard du jazz, quoi, maintenant. Voilà. Et puis il y a l'orchestration est quand même assez impressionnante. Enfin, faut voir qu'il y avait beaucoup de génériques, il y avait des belles orchestrations à la fin des années 70. Assez peu de synthé, assez peu de trucs comme ça. Et c'est vrai que The Love Boat, c'est un bon exemple. En sachant qu'il y a eu une version 2 de la chanson sur la 8e saison qui était chantée par une femme. Oui, Dionne Warwick, voilà. Grande dame du jazz. Et du coup, moi je ne me souvenais pas qu'il y avait cette version. Peut-être qu'il passait pas la saison 8 sur France 3. Mais on l'esquivait volontairement parce qu'on était un peu trop grand. Peut-être aussi. Mais elle est vraiment très sympa, quoi. C'était une version qui est chouette aussi, quoi. Enfin, elle a pas à rougir de la première. Ouais, je préfère la première, honnêtement. Je préfère la première aussi, mais c'est un changement qui est agréable, quoi. On va pas cracher sur la deuxième version. Et d'ailleurs, un enchaînement de folie. Le générique a été écrit par Charles Fox et Paul Williams, mais les musiques à l'intérieur de la série, c'est le légendaire Mark Snow qui faisait la musique. Je te laisse en parler et enchaîner sur notre deuxième sélection. Tout à fait. Mark Snow, c'est juste un des messieurs génériques de tout temps. Un des seuls que je connaissais avant de faire l'émission. Il a juste composé des titres comme X-Files, TJ Hooker ou Dynasty. Donc oui, c'est il a un chant très vaste et là j'ai choisi un générique de son travail qui est tout simplement L'amour du risque. On va écouter maintenant. Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires, l'amour du risque, c'est vraiment leur grande affaire. Faire la vie du gros gangster. Jonathan Hoff, oh, Jennifer Hoff, jouent leurs atouts et sont les rois de toute la belle société. Jonathan Hoff, oh, Jennifer Hoff,
mythique. Je veux dire, les paroles sont tellement délirantes, mais on est à fond dans l'action, même s'il se passe pas grand-chose dans l'amour du risque au final. Ah bah Série, l'amour du un peu risque, molle. comme le dit si bien le générique, hein, Jonathan et Jennifer, justicier milliardaire, hein, trop de pognon, ils passent leur temps comme ils peuvent. Oui, c'est ça. Mais je me souviens que dans la cour d'école, on faisait... quand on voulait jouer avec des filles, on leur proposait un amour du risque, elles faisaient Jennifer, elles étaient heureuses. Hein. Bah oui, non mais c'était une série sympathique, c'était un couple, c'est un couple mythique de la télé des années 80, et ce générique français, c'est en fait ce qu'il faut savoir, c'est que le générique de Mark Snow n'avait aucune musique. C'est-à-dire C'est enfin Comment aucune il parole. Ouais, Ah oui, aucune parole. C'est C'était juste... et oui. c'était juste une section musicale et donc Max, le majordome de Jonathan et Jennifer Hart, qui expliquait qui étaient ses patrons, qu'ils étaient milliardaires et qu'ils avaient grand cœur, donc ils allaient dans le monde aider les gens, quoi. Oui, en fait, on a eu en France la version chantée de ce speech introductif. Oui, et et pas seulement parce que même toute la musique a été refaite. D'accord. Donc le générique que nous on a eu en France n'a rien à voir avec le générique original de Mark Snow, et c'est donc Aim Saban et Shuki Levy qui sont juste d'autres grands noms des génériques à travers tout le temps. On en parle Saban, pas. c'est lui qui a créé les Power Rangers, par exemple. Oui, entre autres. Succès mondial. Et tant d'autres choses dont on parlera certainement tout à l'heure, mais Ouais. le truc c'est que pour le chant mythique de cette chanson par Oui, Lionel Leroy. inoubliable Lionel Leroy, dont d'ailleurs je vous conseille d'écouter notre podcast dédié à ce grand chanteur des années 80. On n'avait pas parlé de l'amour du risque dans cette émission-là, ça m'étonne. De souvenir, non, je crois Ouais, pas. enfin, c'était pas nous qui étions dessus. Voilà, c'est Oui. normal qu'il y ait des lacunes. Voilà. Eh oui, forcément. Donc on va passer au reste. Toi, tu voulais nous parler d'une autre série mythique des années 80, Tout à fait. qui nous dit que personne dans le monde Ne marche du même pas, mais Tout même à si fait. la Terre est ronde, on ne se rencontre pas. Alors, bien sûr, on s'écoute un petit extrait bien pour sûr. commencer. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences ont trop d'importance. Acceptons les différences, c'est vrai. Faut de tout, tu sais. Faut de tout, c'est vrai. Faut de tout pour faire un monde. Personne dans la vie ne choisit sa couleur. L'important c'est d'écouter son cœur. Si celui des copains est différent, très bien, c'est le sien, tu as le tien et j'ai le mien. Alors prends-nous la main. Donc Arnold et Willy, bien sûr, certainement la série la plus positive du début des années 80. Donc ouais, il y en a une autre, elle vient après. Non. Et elles sont Arnold et Willy, série positive. Ah, moi je trouve que si. Déjà le concept de base, c'est quand même deux orphelins qui se font adopter par le père de leur, enfin le patron de leur mère. Oui. Ce qui est pas très positif quand même comme Bah, débat. oui, ça commence sur un truc triste, mais j'ai trouvé ça assez... Ouais. Je me rappelle de certains épisodes très très glauques, notamment un épisode où un vieux propose des bonbons à Arnold pour le photographier en slip dans sa baignoire. Moi je me souvenais surtout de l'épisode où Bubule, le petit poisson rouge mourait, mais oui, il devait y avoir d'autres... Non, c'était une série qui bah, y avait... qui osait aller dans des endroits assez étranges quand même. Bah, c'était une série assez morale au final. Ouais, hein. C'était tout à fait. toujours. En fait, il y avait un côté antiraciste sur Arnold et Willy où vraiment il y avait une espèce d'attaque systématique sur les préjugés, mais aussi oui des espèces de petites leçons de vie comme on en avait assez souvent quand même dans les séries des années 80 où voilà la drogue, les pervers sexuels a priori. Oui, ça, ça je te jure que ça m'avait surpris quoi. Ouais, d'accord. J'ai dû l'oblitérer de ma mémoire. J'imagine que des fois ils faisaient des fugues pour retourner dans leur ancien quartier, tout ça. Mais ouais, il y avait toujours un esprit positif, quoi. Ouais. Donc pour revenir un peu sur la chanson quand même, la chanson originale s'appelle Different Strokes, qui était le nom de la série tout simplement, qui a été composé et interprété par Alan Thirk, qui était le docteur Jason Weaver, le papa de la série Quoi de neuf Docteur.
Oui, série que j'étais- j'ai complètement oubliée, donc voilà. Bah non, moi c'était une série que je suivais, elle passait sur France 2 en fin des années 80, début des années 90. Antenne 2, donc. Oui, en Antenne 2 forcément. Et ouais, j'ai été très surpris de découvrir que c'est Alan Sick qui avait écrit Different Strokes, quoi. Ouais, c'est après c'était un petit milieu aussi, hein, la série américaine. On va dire que tu faisais le générique de l'un, tu pouvais être pris pour acteur pour une autre série. Hein, c'était pas forcément complètement fou à l'époque. Oui, non, mais c'était une circonstance assez étrange, je trouve. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que là, contrairement au cas avant de L'amour du risque, c'est que là, on est vraiment sur une adaptation du générique original. Oui. Où c'est vraiment une traduction littérale du générique original qu'on a en français. Nous. Tout à fait, parce que moi j'ai le souvenir d'avoir écouté la version anglaise, donc je sais même pas s'il y avait pas certains épisodes au tout début qui ont dû être diffusés avec la version anglaise. Oh, ça serait pas étonnant. Hein. Parce que ou alors peut-être que sur les vinyles ou les cassettes il y avait les deux versions, je ne sais pas, mais j'ai un souvenir pré-internet on va dire de cette version anglaise de la chanson. Mais c'est vrai que la version française reprend le thème hein, de la chanson américaine, mais moi c'est une chanson que j'aime bien et ils auraient même presque pu la mettre en karaoké pendant le générique, tu vois. J'aurais bien aimé. La version chantée par Jean-Pierre Jobert, oui, elle rentre dans le crâne, elle est dynamique, elle est vraiment excellente, quoi. Elle est sympa. Enfin moi c'est une chanson que j'aime beaucoup, quoi. Ah tout à fait. Hein. C'est vraiment un des grands tubes des génériques de séries télé. On enchaîne avec du musclé, ça a du musclé, oui, du 4x4, de la casquette, du Texan, du Texan, c'est chuchote de New Yorkais. Pas le genre de mec qui aime la bagarre. Faut pas me pousser trop loin, tu vois, et faut pas me chercher. Même si je suis cascadeur, j'ai quand même l'amour dans le cœur. Je préfère jouer au tombeur que jouer au catcheur. Je suis l'homme qui tombe à pic, je suis l'homme qui vient de loin. Et dans ma peau de flic, je n'ai jamais peur de rien. Je suis l'homme qui tombe à pic, j'ai ma vie entre les mains. Et si je prends des risques, ça n'est jamais en vain. Donc voilà, L'homme qui tombe à pic, cette série mythique. Ça y est, t'es tombé. Je me suis pas fait mal. C'est cette série mythique mettant en scène Lee Majors, alias Colt Seavers, Quelle classe. cascadeur le jour, chasseur de primes la nuit, occupe. Voilà. Et aidé de son acolyte et neveu Howie, Oui. et de la sublime Jodie, et le voilà. bikini bleu le plus mythique de la télé. Il était dans le générique en plus. Celui-là. Ah bah oui, on regardait comme, on regardait la série juste pour cette séquence dans le générique. Hein. C'était comme Starsky et Hutch quand tu voyais Daisy Duke avec justement c'est Daisy Duke, c'est le nom que portent les shorts en jean maintenant. Ouais, tout à fait. Oui. Mais donc L'homme qui tombe à pic, c'est vraiment la série macho par excellence. Ouais, mais c'est marrant parce que moi quand j'étais petit, alors c'était une série d'action, mais je trouvais ça pas forcément plus macho qu'un Agence Touriste ou Starsky et Hutch. Mais c'est vrai que après, quand on y repense, c'est vraiment l'apologie de l'homme viril à 100%. Puis du vrai Texan, quoi. C'est-à-dire le mec, il a un pick-up, il est chasseur de primes. Je suis sûr, il pourrait refaire une émission maintenant, tu sais, avec tout ce qu'il y a comme émission que tu vois sur la télé, style les mecs qui vont chercher des trésors dans les marais et tout ça, qui font péter les jardins. Tu parles de son pick-up, mais le pick-up est un personnage à part entière de la série. Hein. Mais même s'il y avait beaucoup de femmes, soit elles étaient surtout là pour leurs atouts physiques du genre Jodie et son magnifique bikini bleu, ou alors la femme qui met Colt en relation pour ses enquêtes, qui est vraiment la salary woman pure et dure, qui sert à rien au final, mais elle est juste là pour filer les contrats. C'est une secrétaire améliorée, ouais. Voilà. Et ce que j'aimais bien dans ce générique aussi, c'était le côté parlé au début, où le doubleur français expliquait le principe de la série en quelques phrases. Et ça, je trouvais que ça me motivait bien au début. Et justement, la personne qui chante ce générique français,
Oui. C'est donc Im Saban du duo Saban et Levy, encore une fois. Il a pas trouvé de chanteur à temps, fallait lui rendre le produit à temps, donc il s'est mis dessus peut-être, hein. Je ne sais pas. Et il remplace en Lee Majors qui chantait la version originale de ce générique. Après, les paroles ont absolument rien à voir entre la version française et la version originale. La version française présente un Colt Silver bagarreur prêt à se servir de ses poings, mais plutôt gentil garçon, on va dire. La VO, c'est carrément un gros tombeur qui a attrapé la moitié des stars féminines d'Hollywood, dont notamment dans les premières cités une mystérieuse Farrah, qui n'est autre que Farrah Fawcett, qui à l'époque était la femme de Lee Majors. Ah bah comme quoi, c'est pas de la vantardise. Non. Le mec, voilà. Mais voilà, c'est en fait le générique original, c'est une liste des conquêtes féminines de Lee Majors. Je pense pas qu'aujourd'hui ça passerait facilement auprès du public. Il y a un côté très country aussi, avec les mecs qui racontent leur vie de cow-boy et que comment ils chevauchent des chevaux, enfin des taureaux en furie et tout. Il y a un côté, enfin je pense que enfin la musique est country, mais il y a aussi cette inspiration presque parodique de ces cow-boys qui chevauchent des tornades et qui tapent plus fort qu'une locomotive. C'est marrant. Oui, c'est un bonhomme. Silvers, c'est le bonhomme, hein, et vraiment c'est l'icône machiste réellement, dans le sens où vraiment hyper viril avant l'arrivée des grandes vedettes que sont Stallone et puis Schwarzenegger au cinéma réellement. Mais c'était une alternative aussi, enfin c'était pas le... Voilà quoi, c'était un cow-boy moderne, le gars. Ouais, mais tout en restant assez John Waynesque dans le style. Tout à fait, ouais. Et le truc, c'est qu'il y a des projets de cinéma autour, 2 projets qui circulent. Je sais pas lequel est le mieux, entre celui dirigé par Martin Campbell, qui a donc fait la légende de Zorro et quelques James Bond, avec donc... j'ai oublié le nom, c'est horrible. Qui joue l'homme qui tombe à pic avec dedans, ça serait... celui qui jouait Batman dans Batman et Robin. Oh là là, oui d'accord. George Clooney, voilà. Oh putain, non, non, merci. Non merci, on va dire. Surtout que le gars, il est... Enfin voilà, c'est... Oui. C'est censé être un cascadeur, le gars. Oui. Alors moi, je verrais bien le Johnny Knoxville de Jackass à la rigueur. Mais le second... Le mec le plus raide de la Terre. Le second projet est encore pire. Ah bon, vas-y. Donc, à la réalisation, Maggie, qui a fait Les Drôles de Dames. Oh la vache, oui, non. Ouais, admettons. Et dans le rôle de Colt Silvers, The Rock, Dwayne Johnson. Non, à la rigueur, tu vois, celui-là, je le vois mieux dans le rôle d'un cascadeur. Le problème, je sais pas, enfin, il est pas trop... pour Colt. Ouais, il est trop cartoon, quoi. Mais il faut savoir aussi que la série a pas eu d'édition DVD. Ah, c'est le syndrome Daria, j'imagine. Daria et aussi Malcolm ou Wonder Years. Pour dire qu'en fait il y avait beaucoup de chansons. En fait, il y avait énormément de vedettes qui venaient dans la série télé. On a eu Paul Anka, Paul Williams qui est venu chanter dedans. Ah, excellent. Et à cause de ça, tous les droits des chansons, la série télé ne les possède pas. Donc pour la diffusion télé, ça passe, mais pas pour une sortie DVD. Et c'était pas des versions spécifiques pour la série, c'était des chansons. Non, c'était ils venaient chanter leurs chansons à eux, quoi. D'accord, ouais, parce que par exemple les Muppets n'ont pas eu ce problème. C'était des artistes qui venaient chanter, mais c'était une version spéciale pour la série. Voilà. Et malheureusement, les rééditions DVD à l'époque, ils y pensaient pas. Non, c'est une question de droit, de comment tu travailles tes droits. Notamment en série récente, tu as eu Cold Case qui a eu le même souci. Qui utilise énormément de chansons et à cause de ça, interdit de sortie DVD. Ah, c'est dommage parce que c'est vrai que c'est, hors sujet, mais c'est vrai que c'est une série qui est très sympa justement pour l'ambiance musicale qu'il crée avec les hits de cette époque. Voilà. Justement, en hit de cette époque, parlons d'une lointaine époque maintenant. Eh oui, c'est du faux rétro en fait. C'est tout trouvé cet enchaînement, c'est magnifique. On va parler de Happy Days. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. These days are ours. These days are ours. Goodbye, gray sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. You feel so right, it can't be wrong. Rockin' and rollin' all week long.
Alors, en sachant que on triche un tout petit peu, parce que le Happy Days, en fait, c'est 74 aux USA, 76 sur TF1, première diffusion. Mais moi, je me souviens, enfin, forcément, j'étais pas né en 67, mais je me souviens sur la version Antenne 2 au milieu des années 80. Bah, moi, j'aurais plus dit la 5, mais ce qu'il faut savoir, c'est que justement, la première diffusion sur TF1, ils ont diffusé que 26 épisodes, qu'ils ont pris au hasard dans les saisons 1 à 3. Ah oui, avec les personnages qui changent et tout, quoi. Oui, donc Okay. donc en fait, quand les gens se plaignent aujourd'hui des séries diffusées n'importe comment par TF1, c'est pas de maintenant Oui, le souci. bah après, bon, pour faire le pitch un peu rapidement de Happy Days, en gros, on va suivre la famille modèle états-unienne des années 50. En fait, La c'est famille Cunningham. Cunningham, surtout Richie, en fait, qui est le fils rouquin de la famille, qui s'avérera être ensuite un réalisateur à succès, Ron Howard, qui a fait énormément de films et qui a exactement la même tête qu'à l'époque, sauf qu'il est chauve. Et un peu plus de rythme. Oui, bah maintenant il est un peu plus ridé, mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, j'ai eu une interview de lui, j'ai dit mais il a pas bougé. Et puis à un moment, il a enlevé sa casquette et là tu fais ah si, malheureusement il a perdu sa magnifique chevelure rousse. Il est beaucoup moins roux maintenant. Ouais, c'est dommage. Mais voilà, donc voilà, qui ont un rocker rebelle qui habite au-dessus de chez eux. Arthur qui est- Fonzarelli, Voilà, alias Fonzie. Hey. qui est le mec le plus cool jamais créé dans une série télévisée. C'est un rocker qui tombe les filles, fait de la moto et répare les jukebox en tapant dedans. C'est à peu près tout ce qu'il fait de la journée d'ailleurs. Joué par Henry Winkler, qui sera plus tard le producteur de MacGyver. Producteur de MacGyver et producteur aussi il devait jouer MacGyver. Oui. La face du monde aurait pu être changée, on aurait eu après un Stargate avec Fonzie, enfin Ça aurait été épique. Ouais, tout à fait. En sachant que pour revenir sur la chanson, en fait, il y a eu deux versions. C'est d'ailleurs toi qui as fait les recherches. Hein, on va parler un peu des coulisses. Et la première version, en fait, c'était Rock Around the Clock. Tout à fait. Voilà. Le grand classique du rockabilly des années 50. Et moi, ce dont je me souvenais, en fait, c'était la deuxième version, la V2, par Pratt et McLean, qui est Monday, Sunday, Happy Days, nanana. Bah, le générique de Happy Days pour tout le reste du monde, quoi. Ouais, exactement. Et ce qui est marrant, c'est que je me souviens qu'à l'époque, j'étais en primaire et tout, mais absolument, enfin, la plupart de mes camarades de classe connaissaient tous leur jour de la semaine grâce à Happy Days, parce que ils connaissaient vaguement la chanson et du coup, c'était peut-être une des premières comptines pour apprendre les jours de la semaine que ces petits Français ont connu. Je pense qu'ils s'attendaient pas à un tel impact. Et voilà. Et en dernière petite anecdote, j'imagine que tu te souviens du fameux clip caché dans le CD de Windows 95. Ah oui, The Weezer. The Weezer, qui avait refait une espèce de concert improvisé chez Hal. Donc Hal, c'est la cafette dans laquelle traînent les gamins de Happy Days. Tenu par Pat Morita. Oui, dans la deuxième version. Parce que au début, il s'appelait Albert, un petit gros italien, que tu retrouves dans ce clip de Weezer. Ils ont choisi l'ancien. Et après, Pat Morita, donc le gars de Karate Kid, qui débarque là-dedans en tant que Hal, quoi. Il a été racheté par un Chinois et tout le monde l'appelle Hal, tout le monde trouve ça tout à fait classique. Normal. Et je ne sais même pas si scénaristiquement le changement d'acteur a été justifié, quoi. Je pense pas. Tu connais l'expression Jump the Shark? Oui, tout à fait. Une expression qui explique une série qui devient totalement aberrante dans son fonctionnement. Genre une série sortie récemment qui s'appelle Scorpio, où donc un hacker va pirater un ordinateur génial. dans un avion avec un câbleur J45, alors que l'avion est en plein vol, lui il est au sol. Ouais, mais ça c'était à l'épisode 1, ce qui fait que quand même cette série est assez énorme dès le début. Mais voilà, on met le niveau très haut. Voilà. Et en fait, l'expression de Jump the Shark, elle vient de Happy Days. Et d'un épisode où Fonzie doit sauter en moto au-dessus d'un lac qui est peuplé de requins. Voilà, et pourquoi t'as des requins dans un lac en plein milieu de, je sais pas, ça doit être le Wisconsin. C'était la fin, c'était la mode des Dents de la Mer, j'imagine, et
de toute façon, les mecs, ils écrivaient en roue libre au bout d'un moment sur Happy Days. Il fallait savoir que c'était un concept très intéressant quand même, parce que c'était une série qui se basait dans les années 70, mais qui parlait des années 50, mais d'une manière complètement surréaliste, quoi. C'était de la caricature totale, un peu comme le That 70's Show, ouais, qui faisait la même chose. À la fin des années 90, t'avais une bande de jeunes qui vivaient dans les années 70, et voilà, mais oui, le Happy Days, c'est parti en sucette assez vite et assez fort, surtout pour l'époque. Et pour la suite, on va continuer avec un générique qui lui aussi a gardé son générique anglais, comme la Happy Days. Là, on va parler de Punky Brewster. Maybe the world is blind, or just a little unkind. I don't know. Seems you can't be sure of anything anymore. Although you may be lonely, and then one day you're smiling again. Every time I turn around, I see the girl who turns my world around, standing there. Every time I turn around, her spirit's lifting me right off the ground. It's bigger than me. Guess we'll just wait and see. In my wild. Qu'est-ce que tu te rappelles de cette série? Oui, je me souviens du petit chien et de la petite fille que je trouvais adorable. Toi aussi, t'étais amoureux de Punky Brewster? Oui, surtout quand elle a grandi. Sans vouloir, Ah, Soleil c'est Moon devenu- Fry. Ouais, elle est devenue. C'est devenu une très- très très belle femme, oui, Mm-mm. tout à fait. Donc Punky Brewster, c'est l'histoire d'une orpheline, enfin même pas, c'est une gamine de 5 ans qui est abandonnée par sa mère alcoolique sur un parking de supermarché, qui se fait adopter par un vieux photographe retraité complètement dépressif. Oui, Et c'est- mais je vous jure que cette série est extrêmement rigolote et positive. Oui, c'est une série comique. Et heureusement, tu avais ce générique Every Time I Turn Around composé par Gary Portnoy et Jody Artangelo, Mhm. qui donnait la pêche dès le générique, parce que vu le pitch de base, c'était pas gagné. Ouais, et puis en plus, alors déjà, enfin là c'est de la radio donc on peut pas vous le montrer, mais Punky Brewster c'était marqué en lettres arc-en-ciel, ça faisait très. Il y avait vraiment une ambiance d'enfance Ouais. très sympathique. Je me souviens que la gamine, elle avait sa chambre qui était, en fait, elle avait mis une tente dedans. Oui, Elle dormait avec son c'était une chien. brouette, si je me rappelle bien. Oui, c'était à chaque fois il y avait des bonnes idées, voilà, de deux personnages qui étaient quand même vraiment dans la misère noire, faut bien le dire, et qui le vivaient bien au final. Et du coup, ça avait un côté très très réjouissant pour, Oui, par exemple, quand on avait un petit souci, tu regardais Punky Brewster, et tes soucis déjà ils te paraissaient quand même vachement pas. T'avais eu une mauvaise note à l'école, bon c'est pas trop grave, hein. Toi t'as pas été abandonné sur un parking de supermarché. C'était une série feel good à 100%. Tout à Après, tout n'a pas été bon dans cette série, notamment il y a eu un spin-off en version animée. Oui, c'est jamais bon ça. Non, qui rajoute en plus un nouveau personnage, donc je me rappelle plus de son nom, ça doit être Gloomer. Et Gloomer, c'est lui aussi un orphelin, mais un leprechaun orphelin. Ah oui, d'accord, c'est carrément fantastique. Ouais. Là, ça joue Joe Shark. Ah oui, grave. Et donc le générique de ce cartoon était encore une fois écrit par Savannah Levy. Ah là là, toujours sur les bons plans les deux là. Punky Brewster, c'était aussi un des grands choix d'un membre de notre équipe pour les génériques télé, donc Mr. Whis, qui aime beaucoup ce générique. Et justement, on a demandé à pas mal de gens sur Twitter quels sont les génériques qui les ont marqués. Oui, allez, on va faire un petit bilan rapide parce que en plus c'est vraiment des génériques avant de passer à autre chose qui nous auraient vraiment plu de parler, mais sinon lors de l'émission elle dure 3 heures. Donc on a Mr. Whis donc qui nous propose ça et Ricky ou la belle vie. Moi je m'en souviens pas du générique de la musique, mais je me souviens qu'il avait un train et qu'il avait des bornes d'arcade et j'étais vert de jalousie.
Comme tout le monde, on l'a détesté ce petit blondinet. Ah là là. Mais en fait, on aimerait bien l'avoir comme copain. Il y avait toujours ce copain qui avait des consoles qu'on n'avait pas et des tonnes de G.I. Joe. Bah, c'était version 10, quoi, le gars. Et justement, en parlant de copains, faut savoir que Ricky de Ricky ou la Belle Vie était copain avec Willy de Arnold et Willy. Et justement, Willy était venu dans Ricky ou la Belle Vie. C'était le même univers. Oui, c'est un univers partagé. Et à eux deux, ils avaient essayé de pirater, je sais plus, je crois que c'était le Pentagone ou le NASA. Pourquoi pas. Avec un ordinateur de l'époque, hein, quand même. Un Apple II, parce que c'était un sale riche. Ouais, et justement, si on avait un générique très péchu sur Arnold et Willy, sur Ricky ou la Belle Vie aussi, c'était aussi du même acabit, quoi. On a aussi Mikado Twix qui nous parle de Starsky et Hutch, évidemment. Chanson exceptionnelle. Chevalier au grand cœur qui n'ont jamais peur de rien. Ouais, surtout que, en fait, moi, ça me faisait. Quand il disait ça, Chevalier au grand cœur, tu voyais les deux avec leur pull pourri. Et moi, ça me choquait, même étant enfant. Je disais, c'est quoi ces chevaliers qui puent, quoi. Enfin bon, c'est mon sentiment. Et j'ai une petite anecdote aussi. Faut savoir qu'il y a quelques années, j'habitais en Espagne. Et en Espagne, je ne sais pas pourquoi, il y avait des pubs dans le métro. Et ils avaient utilisé la version française de Starsky et Hutch. C'est dire si la chanson est culte, quoi. Même en Espagne, dans le métro, t'entends la musique de Starsky et Hutch. Et ça, c'est même David Soul, donc Hutch, qui travaille beaucoup avec la France maintenant, reconnaît que la version française est meilleure que la version originale. Enfin, très honnêtement, on l'entend un peu en sourdine pendant le générique, en fait, la version anglaise. Et c'est vrai que la version française est pète, quoi. Enfin, elle a tellement plus de patates. Ouais. Voilà. On va enchaîner avec le très bien nommé Vilain pas beau, qui nous propose Son Kukai. Alors je sais pas s'il fait une blague ou pas, mais moi je me souviens de Son Kukai, c'est la bataille. Ah ouais, c'était dans les étoiles. Et puis avec des espèces de modifications de voix pitchées. C'est une horreur ce truc. Enfin, elle est très drôle. Avec des petites airs de synthé. D'ailleurs, nos auditeurs n'en ont pas parlé, mais moi, dans le même genre, je préfère celle de Bomber X. Oui, pareil. Qui est un peu plus, enfin bon, voilà, mais qui est dans le même genre. On a JP qui nous propose Dallas, forcément. Un incontournable. Ton univers impitoyable. Tout à fait. La série qui a traumatisé des jeunes pendant les après-midi très longs où il fallait se taper plusieurs épisodes de Dallas d'affilée.
Ah oui, J'en fais j'aimais partie. bien Dallas. Hein. J'arrivais pas à J'ai suivre. j'ai une affection pour cette série, sans dire qu'elle est bonne, hein, faut pas rire non plus. Mais j'ai une affection pour cette série, quoi. D'accord. C'est un moment partagé avec mes parents, donc Oui, tout à fait, ouais. Mais... ouais, moi j'ai jamais pu, quoi. Tu ne redoutes que la mort. On a Docteur Mephisto qui nous propose Bioman, Tout à forcément. J'ai même le vinyle juste à côté de moi, en réalité. Hop, je m'écarte un tout petit peu. mais reste à savoir quelle version, si c'est celle de Michel Barouille ou celle de Bernard Minet. Alors, je le sors. Nouvelle chanson du feuilleton TV, phase B, version instrumentale, IDD. Et c'est pas marqué? Non. Alors, hop, je le sors. Si c'est Phase A par Bernard Minet. donc le moitié homme, moitié robot. Oui, tout à fait, ouais. Comme un arc-en-ciel courageux, rouge, rose, vert, jaune et bleu. Bioman, Bioman, héros de l'univers. Les forces du mal, du vide sidéral. Bioman, Bioman, tu sauras les briser. Mais donc pour compléter ça, j'avais envie de parler d'un titre oublié pour montrer qu'en fait les génériques de séries télé c'est pas que du truc où on se souvient pour la rigolade. Donc est-ce que tu te souviens de la série Ralph Super Héros? Alors, je ne me souviens pas de la série. Par contre, je connaissais le générique, mais totalement hors contexte. Mais on Voilà. en parlera après. Donc en fait cette série qui est totalement oubliée de notre côté de l'Atlantique raconte l'histoire de Ralph, un jeune professeur qui un peu idéaliste qui se retrouve en possession d'un costume donné par des extraterrestres qui lui donnent des pouvoirs de Superman, tout simplement. Ah, c'est seulement dans les années 80, tu peux avoir ce genre de pitch complètement fou. Et le problème, c'est qu'ils ont oublié de lui donner le mode d'emploi. D'accord. Ce qui est un peu plus problématique, hein, parce qu'il peut rentrer dans un mur et le traverser une fois sur deux quand il se rappelle comment faire. D'accord. Et Mais- oui, d'accord. Mais donc, ce générique, c'est qu'on va écouter tout de suite, a eu beaucoup de succès outre-Atlantique. Just like the light of a new day, hit me from out of the blue, breaking me out of the spell I was in, making all of my wishes come true. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free, flying away on a wing and a prayer. Who could it be? Believe it or not, it's just me. Who could it be? Believe it or not, it's just me. Voilà. Quel genre de succès alors Bah, ça s'est juste positionné pendant 18 semaines consécutives dans le top 40. Ah d'accord. Aux USA, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Et ça a atteint la 2e position en se plaçant juste derrière Endless Love de Vache. Diana Ross et Lionel Richie, quoi. Donc on peut le mettre à peu près au niveau de dur d'être bébé de Jordi, quoi. À Ce peu près. titre de qualité. Cette série a eu beaucoup de succès outre-Atlantique. Elle est vraiment culte là-bas. Donc, alors que chez nous, elle est passée vite fait sur TF1 et sur la 5. Sur la 5, ouais, c'est ça. Bah, d'abord sur la 5, où je crois ils ont passé juste pilote et ça n'a pas fait d'audience. Et la chaîne s'est arrêtée juste après, donc ils ont passé la série sur TF1, mais j'ai aucun souvenir de son passage sur TF1. J'avais souvenir sur la 5 par contre. D'accord. Mais c'est peut-être un peu comme Manimal, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus énormément d'épisodes, peut-être, sur 3 saisons de 24 Ah épisodes. ouais, quand même. Non, 4 oui, c'est saisons, il y a eu vraiment un un- spin-off. Non, ça a été un carton. aux Flop en États-Unis. France, mais super carton aux États-Unis. Voilà. Et le truc, c'est que ce titre, qui a lancé la carrière de Joe Scarberry, qui a eu beaucoup de succès en chanteur country et folk aux États-Unis,
est composé par une petite personne pas très connue qui s'appelle Mike Post. Le deuxième Voilà. compositeur de générique après Marx. Pour le cinéma, en compositeur de musique, tu as Ennio Morricone et John Williams. Pour la télé, t'as Mike Post et Mark Snow. Mike Post, c'est juste Magnum, Les Têtes Brûlées, Le Juge et le Pilote, Code Quantum, Le Rebelle, Dr. Doogie, Equalizer. Les musiques de Law and Order. Tum-tum. Et surtout, c'est le choix ultime qu'a fait toute l'équipe de It Is le podcast pour ce numéro, Voilà. de générique emblématique des années 80, c'est celui-là. Tin, 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 tin. L'agence touriste, c'est vraiment la dernière chance. Au dernier moment, les mauvais coups, les truands. L'agence les règle au comptant. Si la justice vous attend, l'agence touriste, l'agent tournant. Pour la victime, aux abois, tout à coup elle surgira. L'agence Tourisque. Non Et mais ouais, franchement ce générique il est complètement génial. En plus pendant un moment il y a des mecs qui tirent à la mitrailleuse dedans. Enfin c'est juste. Moi quand j'étais gosse j'étais à 200% quoi. J'écoutais le générique et je sautais sur ma chaise quoi. Je trouvais ça juste galvanisant on va dire. Donc, C'est le mot. l'agence Tourisque, donc on vous renvoie sur le Sur le podcast. podcast qu'on On en lui a fait dédié, 3 heures donc. La chanté star. par la star de la chanson de générique des années 80, Noam Caniel. On ne connaissait que le prénom en fait, Noam. Oui, à l'époque, oui. Et pour cette seconde partie, nous partons donc sur les génériques honteux que nous avons honte d'aimer ou de légèrement détester. Ouais. Donc alors là, on avait pléthore de choix. Mais vraiment. Donc notamment, Nico, tu voulais nous parler de Booba, le petit ourson. Alors ça c'est vraiment les génériques de la honte dans le sens où il y en a deux que j'ai mis ensemble, c'est Booba le petit ourson et les petits malins. C'est-à-dire que je devais avoir 8-9 ans à ce moment-là. Booba le petit ourson, c'est Chantal Goya quand même. Oui, Il y a quand même quelqu'un de qualité. Et tu sens Chantal Goya. Chanteuse. Voilà. Elle est bien chantée cette chanson. Et par contre, c'était l'âge où tu commences à devenir un peu grand. Le dimanche soir, t'as soit Booba, soit les petits malins qui passent, et t'as pas envie de dire à tes copains de classe le lundi matin que t'as Booba le petit ourson ou les petits malins dans la tête. Et qui ne connaît pas le si tu es triste, que tu as un gros chagrin. Ouais, c'était tellement C'est mignon. En fait c'était vraiment des chansons les deux alors Booba en plus c'était mignon, t'éloigne pas trop de ta maman et tout. Il y avait vraiment une thématique commune aux deux chansons qui était vachement rassurante mais qui te mettait un peu la honte parce que non, t'étais grand quand même à cette époque-là, t'avais plus besoin des petites chansons style les petits malins ou Booba, mais il y avait ce côté très attirant. Donc moi c'est bon, en tant qu'adulte maintenant je peux dire que je trouve ça sympa. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais un peu honte de les aimer quand même, ces deux chansons. Personnellement, les petits malins, j'aimais bien. Booba, ça m'a jamais intéressé, mais les petits malins, j'appréciais autant la série que le générique d'ailleurs. Ouais. Et tu sais l'horrible vérité sur les petits malins. En fait, c'était une grosse pub déguisée. Oui, pour Gabi. Voilà, ouais, en fait, Gabi a été rajouté. Alors, en fait, au Japon, c'était une pub pour des petits jouets qui s'appellent les petits malins, c'était des petits machins, l'arbre magique là que tout le monde a eu. Mais l'ours Gabi, il est pas sorti au Japon, il est sorti uniquement en France. Il a été réintégré au dessin animé des petits malins pour vendre aussi des ours Gabi. Non, il a juste été intégré au générique parce que dans la série, il apparaît pas. Il est pas dans la. Oui, je me suis mal exprimé. Dans le générique, Gabi l'ami des tout petits, tu le vois jamais, hein. Tu sais, l'ours des petits malins, c'est moi. Gabi, l'ami des tout petits. J'aime raconter des contes de fées et remuer mon nez pour vous amuser. Gabi, l'ami des tout petits. Tourne le bouton tout rond et je chanterai des chansons. Par contre, dans les trucs que j'avais honte de regarder, C'était Maggie. Ah. T'étais obligé, non? T'étais obligé, quoi, le dimanche. Et tu savais que ça
ça sonnait la fin de ton week-end, que tu allais avoir l'école le lendemain, déjà ça te mettait en bad. La série, donc pour ceux qui n'ont pas connu Maggie, vous avez de la chance déjà pour commencer. Je sais pas si ça peut pas avoir un certain 4e degré intéressant à regarder maintenant. Oh là, t'essayeras, Malheureusement, les sorties en DVD n'ont pas pu être possibles parce que tout le monde s'en fout. Donc Maggie, ça raconte l'histoire d'une femme d'affaires multidivorcée et remariée donc à George, qui a sa femme de ménage Rose, qui est Rose, elle a un accent pied noir mais un nom breton. Ah, Maggie. Donc c'était une série mais totalement improbable. On parlait tout à l'heure de Happy Days James the Shark qui sautait le requin. Oui. Bah alors là, il l'avait attrapé, il l'avait fumé le requin. Décris-nous ton épisode culte très rapidement. Honnêtement, je me rappelle d'aucun épisode. Mais il faut savoir qu'il y en a eu 333 quand même. Ah oui, quand même, ouais, d'accord. Ah, ça a duré 10 ans. Hein. Et donc ce générique magnifique écrit par Alain Vizniak et Jean-Guy Ginvert et Stéphane Barbier. Parce que ouais, il fallait tout ce monde. 3 mecs pour écrire, elle voit tout en rouge. Avec elle, ça bouge. Oh putain, je m'en souviens, ouais. Allez, on va s'en écouter un petit bout. Avec elle, ça bouge. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe une soir en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie. C'est horrible. C'est horrible de savoir qu'on se souvient de ça, quoi. On ne remercie pas les frères Michel et Georges Costa pour avoir chanté ça. Non. On ne remercie pas France 2 d'avoir diffusé ça. Mais c'était populaire, mais il me semble que la fin était assez abrupte. Ils ont arrêté ça. Enfin bon, je sais pas pourquoi. Oui, mais tant mieux qu'ils aient arrêté, hein, je vais dire. Bon, après, les programmes qu'on a maintenant à la télé, on se dit peut-être qu'ils auraient bien fait d'y laisser, mais... Après 30 ans, je pense que ça aurait fait comme... oui. Mais sinon, toi aussi, tu voulais nous parler d'une série avec un générique qui a des grandes paroles. Alors plusieurs même, hein, mais on va commencer avec Bumbo, qui est un dessin animé, oui. qui était diffusé sur France 5, je crois que c'est. Ah quoi que on est. FR3, qui était l'histoire d'une voiture qui sortait d'un œuf. Tout à fait. La drogue. Voilà, exactement. Tootsie, l'arbre musical. Voilà, ouais, on revoit le spectre de Topsy revenir. Et pareil, c'était une chanson qui était complètement idiote, mais tu... Tu parais si fragile. Oh, ça reste dans le crâne. Et voilà, et 20 ans après, on s'en souvient toujours. C'était horrible parce que en plus, la série était très courte. Enfin, le dessin animé en lui-même durait 5 minutes. C'est-à-dire que tu avais 1 minute de générique, 5 minutes de dessin animé, et encore du générique qui reprenait la chanson du début. Et en fait, je pense que c'était plus un troll de la part des diffuseurs qui voulaient te mettre cette chanson idiote dans la tête, qui arrivait très bien parce que moi, je sais que j'avais le malheur de regarder Bumbo. Tout l'après-midi, c'était foutu, quoi. J'avais Bumbo, petite automobile dans la tronche. C'est exactement ça, c'était une plaie. Bumbo, petite automobile, ville. Tu parais si fragile, Gilles, sous ton drôle de capot. Bumbo, tes 2 amis fidèles, d'elle, se raccrochent à tes ailes, pour pas tomber de haut. Bumbo, quand tu respires une fleur, ça fait boum boum dans ton cœur. Tu affoles tes mécaniques. Et tu deviens Bumbo magique. Dans les autres génériques honteux, moi j'ai fait le choix de parler d'un célèbre jeu vidéo qui a été adapté en... Je crois que c'est même la première adaptation d'un jeu vidéo sur un quelconque support. Bah, c'est le premier personnage de jeu vidéo qui a eu cet impact en fait. Oui. Parce que c'était le premier personnage au final, tout simplement. On parle de Pac-Man bien sûr. Bien sûr, donc 82 sur ABC aux États-Unis, en 84 dans Recreate de chez nous.
Le générique français est en fait une reprise du générique original, qui est pourtant uniquement musical. Oui. Qui a été composé par Hoyt Curtin. Donc c'est un habitué des productions Hanna-Barbera qui produisait le dessin animé. Et on lui doit entre autres les musiques de Yogi Bear ou Alligator ou encore des Fous du volant. Ah, c'était génial. C'était magnifique. J'adore. Et donc sur cette version musicale, on retrouve encore une fois Jean-François Porry, Ah, alias Jean-Luc Azoulay, de A de AB. voilà, qui a décidé de poser des paroles sur ce générique. Ça se faisait beaucoup, faut croire. Mais il se fait aider par quelqu'un. Eh oui. On se dit, Jean-François, si vous vous rappelez des paroles, hein, il est jaune comme un citron, rond comme un ballon, c'est Pac-Man, hein, c'est magnifique comme niveau de parole. Donc on se dit que Jean-François Autant Porry, pourrir la carrière de quelqu'un d'autre. voilà, Dans la chanson. et surtout pourrir la carrière d'un type qui s'appelle Michel Jourdan, qui est pourtant pas n'importe qui, parce qu'il a quand même écrit beaucoup de grands tubes. Donc Pauvre Diable de Johnny Hallyday, Qui saura de Mike Brandt, et puis alors là on peut pas, en termes de tubes, c'est quand même énorme. Ou encore le Mon cœur je te dis je t'aime De Frédéric François. Tout à fait. Donc d'un côté le mec il avait peut-être pas besoin d'Azoulay pour lui pourrir sa carrière. Et bien sûr, quitte à faire chanter un générique, autant prendre la personne la plus logique pour ça, l'étrangleur de la matinale, William Lémergie. Alors, faut savoir que William Lémergie, il me semble qu'il présentait le dessin animé Pac-Man. Oui, oui. À l'époque, il était aussi présentateur jeunesse. Ouais, oui. C'était Il travaillait logique dans qu'il Richard 2 pendant une période. Ouais, tout à fait, ouais. Et c'est vrai que on en avait déjà parlé de ce générique dans une autre émission, celui des clips pas ultimes, parce que ça s'écoute, mais ça se regarde aussi, hein, ce clip. Ah oui. Un grand moment de fond vert où voilà, on a dit à William Lémergie, tu danses devant un fond vert, t'occupes pas, on va mettre des images derrière. Et ils mettent des images du dessin animé qui sont même pas centrées. Enfin, c'est vraiment, artistique. ouais. C'est de là. Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man. Pac-Man. Gentil petit bonhomme poursuivi par les fantômes, c'est du Pac-Man. Pac-Man. Il court, il roule, il est malin. C'est une petite boule qui n'a peur de rien. Rond comme un soleil, il fait des bonds dans le ciel, c'est du Pac-Man. Pac-Man. En quelques secondes, il peut faire le tour du monde, c'est du Pac-Man. Pac-Man. Il est toujours de bonne humeur. Il a raison, ça porte bonheur. Faut faire attention, car voilà les boutons. Vite une Pac-Gomme, il dévore les fantômes. Grâce à son grand cœur, il sera toujours vainqueur. Vive Pac-Man! Et en termes d'art, tu voulais parler d'une dernière série, je crois. Oui, la dernière série qui nous plaît à tous les deux, hein. Oui. C'est Batman, tout simplement. Oui. Alors bien Bon, sûr, on est très hors sujet parce que la série est quand même sortie en 66. Hein, ouais, mais elle est passée sur Canal dans les années 80 au début. Oui, non, mais tout à fait. Nous, on l'a Moi, je nous, l'ai on l'a découvert dans les années découvert. 80. Tout à fait. Je sais même pas si ça a été traduit avant. Donc on parle bien sûr pas de générique de la série animée, hein, Danny Elfman, on respecte beaucoup, mais on parle de Batman. Et c'est un peu la honte parce que on adore, enfin tous les deux, hein, je pense que c'est mini collégial, on va dire, c'est petit collégial, mais c'est pour moi la vraie musique de Batman quoi qu'il arrive, même si j'adore la version de Danny Elfman. Et puis les paroles sont tellement bien, quoi. Cette série déjà, elle a le problème d'être à la fois autant détestée qu'adorée, parce que Ouais. beaucoup de monde, ouais, mais c'est pas vraiment Batman et compagnie. Et d'un côté, on en a tellement de bons souvenirs, parce que faut être honnête, c'était une série jeunesse, mais vraiment, elle a été composée avec les codes de l'époque des séries jeunesse, donc des années 60. Donc c'est tout juste en fait Scooby-Doo avec Robin dans le rôle du chien. Tout à fait, ouais. Et puis on parlait tout à l'heure de drogue et d'alcool, mais là c'est clairement une série qui a été écrite avec un je m'en foutisme total. Enfin, voilà quoi. Là, ils allaient très très loin dans le délire. Hein. On se rappellera du long métrage qui est dérivé de la série télé où encore une histoire de requin. Oui, où Batman tue un requin avec une bombe, c'est assez complexe. Un spray anti-requin qu'il a, comme de raison, dans son bat hélicoptère. Oui, tout à fait. Tout le monde a ça. Et un requin en plastique. En plus, bien sûr, qui lui mange la jambe, mais ça va. C'est Batman quand même. Non, la série était très drôle et ce générique est juste mythique, quoi. Pour moi, c'est une des plus belles références musicales qui viennent d'une série télé, même si les paroles sont pas très très recherchées. Ouais, mais même le petit rythme funky là, je trouve, il est pas dégoûtant quoi.
Après, à nos camarades de la A-Team, on leur a... Tout le monde a participé. Et on est marrant, et le truc marrant, c'est qu'on est tous d'accord Voilà, exactement. sur le même. Et c'est ça. Santa Barbara qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Santa Barbara, je ne sais pas. Je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Santa Barbara qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Vraiment, encore une fois, mes excuses pour ce morceau atroce. Ouais. Et puis ça allait avec un générique en espèce d'infini travelling avant, qui était d'un kitsch total. Santa Barbara, quoi. Personnellement, j'ai réussi à y échapper. J'étais pas obligé Moi, de le non. regarder par mes parents. D'accord, bon bah vas-y. Moi non, c'est... Parle-nous. Assieds-toi sur le divan et Donc, parle-nous. Il faut savoir que mon père travaillait régulièrement de nuit, donc à partir de 20h, donc on mangeait tôt chez moi. D'accord. Donc entre 6h30 et 7h. Et qu'est-ce qui se passait à cette heure-là? Bah, Santa Barbara. Hein, Voilà. C'était un Santa gros Bar- truc, hein. C'était vraiment la série d'introduction de soirée. Enfin, c'était. C'était le Dallas du pauvre, soyons Bah, honnêtes. je pourrais pas t'aider là-dessus. Je ne sais pas Si, ce qui si, se passe dans c'est- Santa Barbara. C'est en gros les querelles financières entre la famille Capwell et la famille Luckridge. D'accord, je me souvenais qu'Apple est refait. On s'intéressait au destin de Kelly Capwell et de son petit copain Tolar Joe. On s'intéressait à Hayden Capwell, donc la sœur de Kelly, qui elle était amoureuse d'un latino flic du nom de Cruz Castillo. D'accord. Et c'était que des trucs comme ça, quoi. C'était trame sur trame sur trame sur Il trame. y avait un petit côté série mexicaine, peut-être, non Non, c'était vraiment du pur soap comme on C'est pouvait du avoir soap avec. américain. Il n'y avait pas le comment- côté. Ouais. Non, c'est vraiment comme on pouvait avoir avec Côte Ouest, avec Dallas, avec Dynasty, Amour, Gloire et Beauté, Voilà, ouais. tous ces grands titres. Il faut savoir que donc Santa Barbara était diffusé à partir de 1984 sur NBC et ça arrivait sur TF1 en 1985. Et aux États-Unis, les épisodes faisaient 42 minutes. Nous, on avait des Tu peux épisodes. survivre à 42 minutes. Bah en fait, c'est ce que se sont posés les diffuseurs parce qu'ils ne diffusaient que 26 minutes. Ils découpaient Ouais. les épisodes en deux. Mais très bonne idée. Oui, mais le truc, faut savoir quand même qu'ils nous ont passé ça pendant 10 ans. Et même comme ça, il reste 987 épisodes qui n'ont jamais été diffusés en France. Et ouais. Non, mais de toute façon, toutes ces séries-là, enfin, la série la plus longue du monde, c'est un soap comme ça qui dure depuis les années 50. Avec un épisode par jour, quoi. C'est Bah déjà, c'est incroyable, t'as... c'est machin. Déjà, tu as Les Feux de l'amour qui durent depuis plus de 30 ans, il me semble. C'est assez violent, hein, quand même. Donc ce générique magistral dans toute sa kitschitude typiquement française, parce que faut Ah oui, savoir ça que faisait très Didier Barbelivien, quoi. complètement, hein, mais faut savoir en fait que le générique américain était juste musical, il n'y avait pas vraiment de paroles. Et D'accord. donc là, pour ça, donc on a quand même un générique chanté par Gilles Sinclair, qui forcément avec un début de carrière comme ça a arrêté sa carrière. Bah, en même temps, c'est un style, à mon avis, ça plaisait à pas mal de gens à l'époque. Bah, hein. c'était l'époque où à toutes les filles que j'ai aimées avant, Voilà, personnaient, exactement. hein. Ouais. Mais On est voilà, dans le même délire. ça oui, totalement. Je trouvais déjà à toutes les filles insupportables, alors ça, forcément. Donc, Surtout que tu devais te le taper dans des jeux. tous les jours, tous les jours. Ah, c'était horrible, mais horrible. Mais c'est bien, je suis content de voir que tous les copains de la A-Team étaient d'accord avec moi, sauf Wiz qui lui n'a honte de rien. Oui, non, mais ouais, mais Mais c'est on ne Wiz, peut plus rien pour lui. D'ailleurs, j'ai le nom de la série la plus longue de l'histoire, c'est Haine et Passion, hein, 15 762 épisodes, 56 caramba. saisons depuis 1952, mais ça s'est arrêté. Donc une autre Ah. série peut arriver, genre celle Plus belle la vie, et lui éclater la face. On ne le souhaite à personne. Non, pas à nous en tout cas. Bon, bah, un dernier mot à dire. Oh bah, les génériques de série c'était mieux avant. Et tu veux Aucun- finir sur un thème particulier ou il y a une chanson que tu aimerais finir, celle de Batman par exemple? Ah, allez, on se termine sur la série sur Batman. Ah, J'espère qu'on pourrait faire une version karaoké, ce serait pas mal. Bonne soirée les
Starsky et Hutch, Starsky et Hutch, des nouveaux chevaliers au grand cœur mais qui n'ont jamais peur de rien. Starsky et Hutch, Starsky et Hutch, deux flics un peu rêveurs et rieurs mais qui gagnent toujours à la fin. Quand les bandits sont tous en cavale, en voiture c'est poursuite infernale, mais Huggy sait où ils sont cachés pour les arrêter.